Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans ce cycle de conférences de la Fondation de la France Libre. Nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir Dominique Misica, personnalité connue et reconnue du monde de la mémoire et de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, dont les activités sont à la fois étendues et très diverses. Vous êtes en effet éditrice, journaliste et historienne, mais aussi productrice à France Culture. Et vous avez également été rédactrice en chef de la chaîne Histoire. La France sous l'occupation est le sujet auquel vous avez consacré la plupart de vos ouvrages, en vous attachant très souvent à mettre en avant la richesse des individus au travers de leur parcours de vie hors du commun. Vous avez notamment publié Le chagrin des innocents chez Grasset en 1998 sur le sort des enfants juifs pendant l'occupation allemande. Bertie Albrecht chez Perrin en 2005. La résistance, histoire de famille avec Dominique Veillon chez Armand Collin en 2009. L'institutrice d'Isieux aux éditions du Seuil en 2016, ou encore Les Inséparables, Simone Veil et ses sœurs, aux éditions du Seuil également en 2018. Avec la Fondation pour la mémoire de la Shoah, vous avez mené à bien l'enregistrement et donc la sauvegarde de très nombreux témoignages de déportés, d'enfants et de justes en collaboration avec l'INA. Travail très précieux. Vous venez de publier un ouvrage qui est le sujet de votre conférence aujourd'hui, Résistante, 1940-1944, aux éditions Gallimard. Un sujet qui nous intéresse particulièrement cette année, puisque la Fondation de la France Libre vient de consacrer un colloque aux Françaises libres. C'est donc une conférence à la fois attendue, utile et instructive à laquelle nous allons assister aujourd'hui, et c'est pourquoi nous sommes particulièrement heureux de vous souhaiter la bienvenue, cher Dominique Misica, à la Fondation de la France Libre. Bonsoir. Bonsoir et merci beaucoup. C'est moi qui suis honorée de venir ici. Je suis aussi terriblement intimidée parce que après un tel colloque, pas facile de prendre la parole. Donc, du coup, je n'ai pas préparé du tout une conférence, je dirais, au sens académique du terme, ni une communication de colloque. Mais en revanche, j'ai envie de vous faire partager mon enthousiasme et la manière dont j'ai travaillé pour aboutir à ce livre illustré sur les résistantes. Ce n'est pas une histoire de la résistance féminine comme Dominique Veillon, Claire Andrieux, Paula Schwartz ou Georges Murassiol ou Sébastien Albertelli, surtout ici, l'écrivent, c'est-à-dire avec un long travail d'archives, de dépouillement, d'entretien avec des témoins encore vivants. J'ai oublié de citer Christine Lévy-Stouzet. J'ai en revanche puisé dans tous ces ouvrages et dans tous les témoignages des résistantes pour aboutir à ce livre. Alors je dirais pourquoi ce livre, vous l'avez vous-même répété. C'est vrai que depuis longtemps je trace un chemin dans la mémoire, dans l'histoire et peut-être encore plus dans la mémoire de cette période. Les résistantes, je dirais, je les connais depuis longtemps. Je me suis rendu compte que d'abord dans les années 90, c'est aussi pour ça que je crois que c'est une histoire sensible, enfin où j'ai mis beaucoup de moi. C'est que dans les années 90, je participe au séminaire présidé et dirigé par Jean-Pierre Azéma et Dominique Veillon sur la résistance. Et il y a d'un côté les historiens et de l'autre côté les témoins. Il y a une ambiance un peu fraîche et il y a parmi les résistants, les témoins, il y a Jean-Pierre Lévy du mouvement Franc-Tireur et il y a Denise Vernet, agent de liaison du mouvement Franc-Tireur. Et je faisais une petite parenthèse, j'ignorais à l'époque qu'elle était la sœur de Simone Veil, la sœur aînée de Simone Veil, et donc j'avais en tant qu'éditrice tenté en vain à partir de ce moment-là de lui demander de publier ses mémoires, ce que je n'ai jamais réussi à faire, il faut le dire, mais tout au long de nos entretiens et de nos rencontres, elle m'a souvent donné des documents. Mais j'ai rencontré aussi Thérèse Catorès, Française libre s'il en est, quand dans les années 80, elle publie son journal, Les années anglaises, au Seuil, où je travaille. Et puis,
je produis pour France Culture un documentaire sur l'association des déportés et internés de la Résistance, présidée par Germaine Tillon et Geneviève de Gaulle. Cette association qui en 1945 se constitue pour prendre en charge les résistantes à la sortie des prisons et des camps qui ont besoin d'aide psychologique, sociale, économique pour retrouver une place. Et j'ai donc sans cesse croisé le chemin de résistante dans mon métier d'éditeur, dans mon métier de productrice à France Culture ou à la télévision. Et puis récemment, je suis venue ici et j'étais d'autant plus heureuse de revenir pour payer ma dette d'une certaine manière, puisque c'est ici que je suis venue chercher des renseignements sur Germaine Sablon. Puisque j'ai écrit une love story, l'histoire de la love story entre Joseph Kessel et Germaine Sablon. Et c'est ici que j'ai trouvé sur l'ambulance Spears, sur son rôle, ses témoignages. C'est ici que je les ai trouvés et qu'on m'a ouvert les archives de la Fondation de la France Libre. Donc c'est aussi tout ça, c'est pour donner un peu l'esprit dans lequel j'ai écrit ce livre. Et c'est une manière de rassembler tous ces témoignages que j'ai lus, ces femmes que j'ai parfois rencontrées, tout ce que j'ai lu, et d'essayer de leur redonner un visage, de raconter leur histoire, de montrer qu'elles étaient de toutes origines, de toutes obédiences, qu'il y avait des ouvrières, des châtelaines, des bourgeoises, des secrétaires de mairie, des ouvrières, il y avait des catholiques, des juives, des protestantes, des militantes communistes, d'autres des patriotes gaullistes. Et il y avait toutes ces femmes qui ont rejoint les rangs de la résistance et à qui, vous le savez tous et toutes, on n'a pas donné sa juste place dans l'histoire, je dirais, dans le roman national de la résistance. Parce que, contrairement à ça, je le dis d'emblée, les femmes, les résistantes n'ont pas été oubliées. Elles n'ont pas été oubliées de leur famille, elles n'ont pas été oubliées localement, puisque j'ai souvent visité des musées dans le Morvan, dans l'Est, en Auvergne, ou en fait, en Savoie, où en réalité, on célèbre, on reconnaît le rôle des femmes. Mais c'est vrai que si on reprend les histoires de la résistance, on a du mal à trouver de quoi nourrir sa curiosité sur le destin de ces femmes. Comme l'avait dit Laurent Douzou dans un très bel article, il avait remarqué que dans Le chagrin et la pitié, quand Ophuls interroge un résistant de Clermont-Ferrand, sa femme assiste à l'entretien, mais elle reste sur le pas de la porte, elle assiste à l'arrière de l'entretien. Et je crois que c'est une image qui m'avait beaucoup frappée, parce que c'est de l'ordre du détail, mais c'est tellement symbolique et tellement significatif que je crois que j'avais vraiment envie de répondre et de chercher à redonner un visage, de braquer le projecteur sur les femmes. Alors j'ai cherché un moyen de le faire. Une fois de plus, je ne suis pas une historienne académique, donc je n'ai pas entrepris de dépouiller des archives. Je l'ai eu fait pour Bertolt Albrecht ou pour d'autres, mais là, mon idée, c'était pas ça. C'était, je veux raconter pourquoi elles se sont engagées, qui elles étaient, dans quelles circonstances, comment elles ont traversé ces épreuves, comment elles se sont plus ou moins réinsérées après. On sait qu'elles ont été peu récompensées, c'est un cliché de le dire, 6 femmes compagnons de la libération sur 1038. D'ailleurs, j'ai trouvé que pendant la cérémonie, on aurait pu le dire un peu plus, parce que quand même, ça a dit long sur... voilà, enfin bon. Elles ont reçu peu de médailles de la résistance, aussi parce qu'elles ne les ont pas demandées,
et qu'elles sont rentrées dans le rang. Mais j'ai voulu d'abord commencer par choisir. Alors, il y a toujours, évidemment, il y a des résistantes célèbres. Bon, il y en a quand même qui sont célèbres. Marie-Madeleine Fourcade, Lucie Aubrac, Geneviève de Gaulle, Germaine Tillon, elles sont rentrées au Panthéon. Il y a des... Évidemment, elles sont présentes dans le livre. Mais j'ai voulu aussi en parler et raconter des destins de femmes moins connues, tout aussi héroïques, et j'ai voulu leur donner aussi la parole. Alors, j'ai eu beaucoup de mal, je l'avoue, à trouver une manière de les classer, parce que je ne voulais pas faire un dictionnaire. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, c'est que depuis la sortie de mon livre, j'ai participé à un certain nombre de signatures, et la réaction la plus fréquente, c'est « vous ne parlez pas de ma grand-mère ». Alors, ce que je comprends, et de l'autre côté, ça me touche énormément, parce que ça prouve que la mémoire est donc vivante, au contraire, donc j'encourage tous ceux et toutes celles qui me répondent, qui me questionnent, travailler, rassembler des documents, interroger encore ceux qui les ont connus. Ne perdez pas cette trace. Mais ça m'a quand même frappée. Je me suis dit, puis d'un autre côté, je me suis dit, au fond, les professeurs d'histoire ont été admirables parce qu'ils ont réussi à raconter et à transmettre pour qu'il y ait autant de... J'ai fait des dédicaces pour Marinette, pour Bernadette, pour Maminette. Je me suis dit, alors là, voilà. Donc ça, c'est une parenthèse, mais ça m'a conforté dans l'idée que ces femmes ne sont pas oubliées, qu'il fallait simplement braquer le projecteur sur elles. Alors comment faire? Donc pas de dictionnaire, je ne suis pas aucun choix exhaustif, maintenant je vais de quoi faire un deuxième volume, mais j'ai classé, je les ai classés par type d'action, parce que je pense que c'est une des entrées possibles. Donc j'ai commencé par celles qui hébergent des aviateurs alliés ou des évadés, en particulier dans le nord de la France, et quand elles hébergent des aviateurs alliés, évidemment c'est souvent des épouses, mais c'est parfois aussi les sœurs des jeunes filles, mais c'est souvent des couples, et on verra qu'à la Libération, ce sont souvent les hommes qui ont reçu les décorations et pas les femmes. Mais elles ont participé, d'autant plus que pour héberger un aviateur allié, ça signifie qu'il faut lui trouver des vêtements civils, de quoi se nourrir et les accompagner pour qu'ils puissent rejoindre l'Angleterre, soit par la mer, soit par la frontière espagnole. Et là, il faut pouvoir se déplacer. Et de très nombreuses jeunes femmes se sont engagées pour aider les aviateurs alliés à passer en Angleterre. Et j'ai fait un coup de projecteur parce que je trouvais ça, je la trouvais tellement inouïe. Il y a une sœur qui s'appelle sœur Hélène Studler qui à Metz, d'abord elle s'occupe des évacués que l'on évacue d'Alsace-Lorraine dès la déclaration de guerre, et puis après elle va aller dans les camps de prisonniers de guerre en partance pour l'Allemagne, et elle va réussir à en faire évader énormément. Et j'ai souhaité que dans le livre, il y ait la photo d'une religieuse encore nette pour montrer que là aussi, des couvents ont joué un rôle dans la résistance. Et puis, évidemment, le chapitre de celles qui rejoignent De Gaulle. Bon, ça, ici, je pense que c'est pas la peine d'insister, vous les connaissez, mais enfin, il faut quand même s'arrêter un instant pour imaginer ces femmes qui vont, comme Jeanne Boek ou autre, ou Thérèse Catorès, qui vont, parce que, une fois de plus, les femmes, en 39-40, elles ne sont pas électrices, elles ne votent pas, elles ne sont pas engagées dans les mouvements politiques. Donc leur réaction, c'est faire en dehors des militantes évidemment politiques, c'est faire quelque chose. Et il faut être doublement, c'est une double transgression, comme l'a toujours dit Christine Lévy-Stouzet, il faut non seulement
désobéir, et désobéir parfois son propre entourage, ses parents, son entourage, pour entrer dans la désobéissance et faire quelque chose contre l'occupation de leur pays. Donc là, il faut vraiment montrer à quel point il faut faire preuve d'audace, de courage et d'un patriotisme bien ancré pour choisir de résister. Donc il y a celles qui rejoignent De Gaulle. J'y ai glissé évidemment Thérèse Catorès parce que c'est une longue histoire d'amitié et de fraternité avec Thérèse Catorès, et c'est d'ailleurs, j'ai participé au fait qu'elle dépose ses archives au musée Jean Moulin, voilà, parce qu'elle les gardait dans sa maison, je vous en prie, dans sa maison à la Cité des Artistes. Donc j'ai cité évidemment Thérèse Catorès parce que cet album qu'elle a fait était extraordinaire. Et puis, il y a ce qui est une action que les femmes dès 40 entreprennent, qui est de confectionner des journaux et des tracts. Et là, c'est aussi absolument incroyable parce que, par exemple, Hélène Vianney avec le mouvement Défense de la France, qui dans les caves de la Sorbonne réonéotype des tracts, les imprime et organise avec ses camarades, ceux qu'elles connaissent, la distribution, voilà. Donc, évidemment, le musée de l'Homme. J'ai aussi voulu raconter celles qui profitent de leur emploi pour travailler clandestinement. Il y a évidemment Rose Valland qui note tous les tableaux qui partent en Allemagne au jeu de paume spoliés des collections juives. Il y a France Bollock-Sarrazin qui fabrique des explosifs parce qu'elle est chimiste et qui va réussir à être engagée au laboratoire de police et qui va pouvoir dérober du matériel. Et puis il y a une qui est absolument pas connue, mais qui s'appelle Anne-Marie Mingat, qui est secrétaire de mairie à côté de Grenoble et qui va fabriquer des faux papiers à la fois pour les résistants et pour les familles juives, et qui va en sauver plusieurs. Elle est secrétaire de mairie, rien ne la prédestine non plus à lutter et à agir. Il y a celles qui font du renseignement, celles qui sont alors qui transmettent les messages. Il y a aussi, j'aime bien celles à qui on confie le soin d'aller repérer les chars à Vincennes, mais qui ne sait pas reconnaître un char d'un tank, et voilà, mais enfin qui quand même notent. On leur demande de noter des patrouilles, comme ils veulent le TAC, le long de l'Atlantique. Elles recueillent les renseignements, elles les transmettent, parfois elles les codent et elles les transmettent à Londres. Là, évidemment, le plus connu des réseaux du renseignement, c'est Marie-Madeleine Fourcade et l'Arche de Noé. Bon, je passe sur Joséphine Baker parce que maintenant elle est... bon, voilà, pour terminer. Et puis il y a celles qui sont sur le terrain, celles que j'appelle être sur les terrains. Lucie Aubrac, qui va aider à l'évasion de son mari. Olga Bonchik, qui transporte des armes et qui sera arrêtée transportant des armes et exécutée en Allemagne. Il y a celle aussi, alors c'est ce qu'on a appelé globalement la résistance civile, celles qui aident et qui viennent en aide aux internés dans les camps. En particulier dans le sud de la France, à Rivesaltes, à Argelès et à Rieucros, il y a le service suisse, qui est l'équivalent d'une sorte de Croix-Rouge, et qui va apporter des couvertures, de la nourriture, de l'hygiène dans les camps d'internement du sud de la France, où sont internés les juifs allemands, les apatrides et les étrangers. Il y a la figure que vous connaissez peut-être d'Yvette Baumann, Bernard, du mouvement social, du mouvement combat, puisque je vous rappelle que Berthier Albrecht a mis sur pied le service social du mouvement combat, prenant conscience que les familles de prisonniers
étaient sans ressources et que les prisonniers, les détenus avaient besoin de contact avec l'extérieur, avaient besoin de colis, de nourriture, mais avaient aussi besoin de faire passer des messages, que parfois même les familles ne savaient pas où avaient été incarcérés leur mari, leur fils ou leur frère. Et donc elle met sur pied un véritable service social qui vient en aide à tous ceux qui sont dans des situations difficiles. Il y a celle qui sauve les enfants juifs. Alors évidemment, c'est une grande part de la résistance civile des femmes. Il y a toutes les convoyeuses d'enfants qui se chargent d'emmener les enfants dans des familles d'accueil, dans des pensionnats, dans des internats. Elles sont parfois juives, comme Odette Abadi avec le réseau Marcel à Nice, ou Marianne Cohn, qui est la convoyeuse qui sera arrêtée à Annemasse avec 28 de ses enfants, qui est une véritable héroïne. Marianne Cohn, quand elle est arrêtée, le mouvement de résistance, le MJS, vient en aide, et surtout le maire d'Annemasse, Jean Defaux, prend le courage d'aller à la Gestapo et de demander la libération des enfants. Ce qu'il va obtenir, Marianne Cohn est gardée, ses camarades proposent d'organiser une évasion, mais Marianne Cohn a très peur qu'il y ait des représailles sur les enfants qui sont encore gardés à Annemasse. Donc elle va refuser de s'évader, elle sera horriblement torturée et abattue dans un charnier à côté d'Annemasse. Et elle écrira un très beau poème qui s'appelle « Je ne trahirai pas ». Voilà. Donc c'est une des convoyeuses que j'ai choisies. Mais il y a aussi le réseau d'amitié chrétienne, Germaine Ribière et le père Chaillet, qui œuvrent pour fabriquer des faux papiers, donner des ressources aux juifs, les aider à passer aux familles juives, les aider à passer en Espagne ou en Suisse, qui va obtenir, pendant la rafle de Vénissieux, le 26 août 1942, dans la banlieue de Lyon, il va réussir à faire sortir un certain nombre d'enfants. Et puis, une fois que j'ai brossé le panorama de toutes ces actions, j'ai voulu aussi montrer qu'une fois arrêtées, elles vont continuer à résister aussi dans les prisons. Et il faut voir évidemment ce que Germaine Tillon va entreprendre de recueillir le maximum de renseignements, qui va réussir à monter une chorale, on se souvient de son opéra aux Enfers, qui va permettre aux autres détenus de tenir. Marie-Claude Vaillant-Couturier aussi, qui organise la résistance au sein d'Auschwitz à l'infirmerie. Lise London, de même. Et c'est très important parce qu'elles sont à la fois, elles sont bien qu'arrêtées, elles vont continuer à tenir front. Elles chantent dans les prisons, elles font des journaux, elles se soutiennent. Il y a aussi, et ça aussi, ça montre que cette solidarité, cette fraternité qu'elles vont connaître à la fois dans les prisons et dans les camps va être une des raisons de la création de l'association des déportés internés de la résistance au lendemain de la guerre par Germaine Tillon et Geneviève de Gaulle, pour continuer et poursuivre cette solidarité qu'elles ont connue dans les camps, avec l'idée, et ça je trouve ça étonnamment moderne, qu'elles feraient bien de s'en occuper elles-mêmes. Ça, je trouve ça quand même l'idée de ne pas se fondre dans les associations de résistants ou de déportés, qui la plupart tenues par des hommes. Et puis j'ai voulu montrer aussi qu'elles ont participé au combat de la libération. Alors ça ici,
vous le savez, parce qu'elles sont évidemment ambulancières, infirmières, merlinettes, elles ont Rochambeau, elles ont salut Nompton, elles ont vraiment vaillamment parcouru et participé au débarquement, que ce soit en Provence, en Normandie, en Italie et auparavant comme Germaine Sablon, jusqu'à finir la campagne en Alsace, jusqu'au bout, jusqu'à Berchtesgaden. Et puis alors c'est vrai que on se pose toujours la question, dans le maquis, alors est-ce qu'il y avait des résistantes? Alors, il y en a eu très peu, parce que en fait, ça m'a beaucoup amusé, j'en ai parlé avec Fabrice Grenard, le spécialiste des maquis, c'est que effectivement, elles servent à ravitailler le maquis, à apporter des messages, à soigner les infirmières du Vercors, elles sont présentes. Bon, on leur donne rarement des armes, il y en a eu quelques-unes, mais on leur en donne rarement. Et puis, c'est vrai que, de même que pour les Rochambeau, la présence de femmes au sein des unités combattantes est assez mal acceptée par les chefs qui voient d'un mauvais œil comme l'idée qu'elles soient parachutées pour les Françaises. Mais alors, dans les maquis, la promiscuité, il est vrai que la promiscuité qui est de fait la règle dans une forêt, dans la montagne, les hommes et les femmes, il n'y a pas de toilettes pour les hommes et de toilettes pour les femmes, c'est sûr que... Et puis il y a cette promiscuité, et beaucoup de chefs de maquis n'ont pas envie d'avoir en permanence et de former des femmes pour participer au combat. Il n'empêche qu'il y en a eu, il y a eu des maquis juifs, il y a eu des femmes qui ont pris dans le Morvan, justement, des femmes qui ont participé au combat de libération dans les maquis, en payant tout aussi un lourd tribut. Voilà, donc j'ai essayé de n'oublier aucune action. Ensuite, c'était tout aussi difficile, c'est de trouver les documents pour illustrer leur parcours et leur action. Alors par définition, la clandestinité ne laisse pas beaucoup de traces, donc ça c'est déjà assez difficile. Donc il a fallu partir à la pêche des photos, des lettres, des documents, des journaux intimes, des objets. Alors pour les trouver, c'est ça qui a été quand même extrêmement difficile. Eh bien, il a fallu frapper à toutes les portes des musées, des archives départementales, de la Fondation de la Résistance, les archives privées aussi, parce que c'est extrêmement précieux, et ayant beaucoup fréquenté ces résistantes ou ces familles de résistants, j'ai pu rassembler tous ces documents. Ensuite, il y a eu, et c'est un peu les coulisses, mais je ne vais pas y attendre, c'est que c'est vrai que il y avait de temps en temps, j'ai travaillé évidemment avec à la fois une iconographe, Rachel Grunstein, pour trouver les documents originaux et inédits, et puis avec une graphiste, Catherine Barluet, et le tout c'était d'arriver à mettre tout le monde d'accord sur l'importance donnée à chaque photo, à chaque femme, au fait que sur une telle, j'avais très envie d'écrire mais il n'y avait pas de documents, donc j'avais pas le droit. Et puis parfois il y avait beaucoup de documents mais j'avais pas grand chose à dire, donc c'était pas plus facile. Donc il y a eu beaucoup de difficultés, et je finirai sur la couverture, puisque au départ il y a eu, ça a duré très longtemps. Au départ il y avait la photo prise par Julia Pirotte, qui participe au maquis du Rhône et qui en même temps est photographe, et qui sera exposée, c'est une reporter photographe, et elle photographie la libération de Marseille, et en particulier un défilé de femmes triomphantes le 25 août 1944. Et c'était la photo de couverture.
D'un autre côté, je trouvais qu'elles étaient tellement souriantes, tellement pimpantes, tellement... que ça me paraissait un peu... il y avait quelque chose qui... Bon, c'est un instantané, c'est la fin de la guerre, mais enfin, vu les épreuves qu'elles avaient parcourues, ça, je sais pas, il y a quelque chose qui me chiffonnait. Mais enfin, bon. Et puis, tout d'un coup, l'idée est quand même venue que l'idée du livre, c'est de donner un visage à toutes ces femmes que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas. Et donc, on a fini par les mettre toutes. Et après, j'avais une sorte d'angoisse en me disant, mais est-ce que je les connais toutes? Bon, voilà, mais j'y arrive. Voilà, donc c'est vrai que marier l'image et le texte, c'est extrêmement difficile. Et en même temps, je pense que l'entrée en matière de l'histoire, et je finirai là-dessus, passe par les documents, par les archives. Montrer les archives, montrer les écrits, montrer les photos de ces femmes qui étaient de toutes sortes, de toutes origines, jeunes, moins jeunes, bien habillées, bien photographiées. On voit très bien la différence entre la cheminote et puis la propriétaire d'un château comme Elisabeth de la Vanouse. On voit bien la différence d'allure, de qualité même de photos. Il y en a qui ont que des toutes petites photos. Le fait que l'entourage ou elle-même est conservée, parce que j'ai lu beaucoup de témoignages, parce que contrairement à ce qu'on a pensé, elles ont témoigné. On ne les a pas forcément écoutées, ou elles n'ont pas forcément été, leur parole n'a pas forcément été relayée, mais elles ont témoigné, mais dès leur retour, il y a énormément de témoignages, parfois publiés à compte d'auteur, que l'on trouve dans les musées ou dans les archives, mais elles ont témoigné. On n'a pas forcément donné la parole. Et puis c'est vrai que à partir des années 80, 90, quand on a, après le procès Barbie, que j'avais d'ailleurs suivi et produit à la fois à la télévision et sur France Culture, le témoignage de Lise Lesèvre, par exemple, au procès Barbie, a marqué les esprits et a permis aussi, dans les familles, d'ouvrir et de faire vivre cette mémoire et à donner à ce moment-là une place au témoin, ce que le témoin n'avait pas comme aujourd'hui, surtout depuis les années 90-2000. Voilà, donc je crois que c'était une manière de leur rendre hommage. C'est vrai que j'ai des regrets, il y en a plein d'autres que j'aurais voulu faire figurer. Il fallait faire un choix au nombre de pages, au nombre de documents. Voilà, donc j'ai eu des remords, et aujourd'hui, chaque fois que je vois la mort, je sais pas, d'Annette Chalut ou la disparition de l'une ou de l'autre, je me dis, zut, celle-là, je l'ai ratée. Voilà. Bon, mais je laisse la place à d'autres qui prendront le relais, et je l'espère, parce que justement, j'ai trouvé ça extraordinaire, la richesse des communications. Enfin, j'ai pas pu y assister, mais j'ai vu le programme et je me suis dit que, bien voilà, c'est pas par hasard qu'en 2021, les Françaises libres sont à l'honneur. Donc, merci de m'avoir donné la parole. Voilà. On va pouvoir déjà vous remercier, vous applaudir, Dominique. Pour déjà le parcours du livre, et puis effectivement cette grande diversité, cette richesse, et puis vraiment trop longtemps méconnue. Peut-être oui. Depuis quelques années, là on voit vraiment un rattrapage, peut-être, c'est oui, ça? Oui, tout à fait. D'ailleurs, on voit le travail, par exemple, de Sébastien Albertelli, qui est extraordinaire. D'avoir étudié ces 600 femmes, bon, ça a mis du... Et lui-même avait dit, je crois, qu'il n'y avait pas pensé tout de suite, quand il avait travaillé sur les services secrets, le BCRA. Et c'est vrai que les femmes sont tout à fait à l'honneur depuis quelques années. Je pense qu'il y a encore à éplucher, à dépouiller, à fouiller justement dans les greniers, dans les valises et dans les boîtes, dans les familles, parce que très souvent, je vous assure que ça m'a vraiment impressionné qu'à ce point il y ait cette mémoire vive
de la résistance et qu'il ne faut pas grand-chose pour la réveiller. Mais il est vrai aussi que, par définition, la clandestinité est difficile à restituer. Alors les femmes, d'autant plus qu'elles changent de... Alors, elles ont des pseudonymes pendant la guerre, elles se marient, ou elles divorcent, ou comment on fait pour les retrouver. Vous savez que, par exemple, Denise Vernet, la sœur de Simone Veil, elle détestait qu'on la présente comme la sœur de Simone Veil, elle disait c'est ma petite sœur, ce qui est vrai. Denise Vernet, je me renseigne pour trouver son dossier aux archives de Caen, et on me répond, il n'y a pas. Je dis comment ça, Denise Vernet née Jacob, vous n'avez pas. Ah non, on n'a pas. Je me dis c'est pas possible. Alors je cherche, je me dis peut-être elle a été déportée sous le nom de Jacquier, c'était son pseudonyme. D'ailleurs dans les listes de Ravensbrück, elle figure, ce qui lui a sauvé aussi, c'est qu'elle ne figure pas comme juive, mais sous son pseudonyme de restance Denise Jacquier. Et puis tout d'un coup, je réalise que son mari s'appelait Veil, W-E-I-2-L, et qu'au lendemain de la guerre, il a pris son nom de résistante, comme souvent, comme Bleustein Blanchet, il a accolé, et il s'est appelé Vernet. Donc, si je cherchais Denise Veil, W-E-I-2-L, j'ai trouvé le dossier. Enfin, il faut quand même... et donc, c'est un exemple, mais ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui échappent à la vigilance. On me pose souvent la question, le nombre de résistantes, c'est compliqué. Voilà. Il y a aussi celles qui sont peut-être dans l'ombre d'un mari résistant. Absolument. On pense à Cécile Roll-Tanguy. Exactement, d'ailleurs, il l'a reconnu quand même. Oui. Il a dit que c'était sans elle, il n'aurait pas réussi. Absolument, ce sont les hommes qui ont été décorés. Et une fois de plus, les hommes ont été décorés d'abord parce qu'ils étaient majoritaires, enfin bon, voilà, ils ont combattu. On a favorisé la résistance militaire aussi, le temps qu'on reconnaisse que la résistance civile était tout aussi importante, c'est aussi une question de mentalité et d'époque. Et puis les femmes sont rentrées, elles le racontent d'ailleurs, en particulier les déportées, elles témoignent à la dire que certaines sont mal accueillies. D'abord, il y a des maris qui, entre-temps, ont pris des maîtresses. Il y a des familles qui leur disent, qui n'ont pas aimé qu'elles désobéissent, qu'elles soient allées en prison, c'est déshonorant. Voilà, tout simplement. Enfin, c'est pas la place des femmes, donc on leur fait sentir que il est temps de se marier et d'avoir des enfants, ce qu'elles vont faire d'ailleurs, rentrer dans le rang, sauf les militantes, alors qui vont continuer parce qu'elles sont plus organisées et plus encadrées, mais les autres, vous rentrez, il y en a beaucoup, il y en a une qui raconte, Micheline Morel, elle rentre à Toulon, on lui dit, ah ben oui, c'est vous la déportée, bon, et puis c'est tout ce qu'on lui... Voilà, puis c'est tout, on lui demande pas plus, et puis ses parents la soignent et disent, ils lui disent, tu avais l'air d'une folle. Ok, voilà. D'ailleurs, que ce soit Simone Veil ou Denise Vernet, elles disaient le retour était moche. Elles étaient parties, la France était, quand elles reviennent en mai 45, mai-juin 45, la France pense à autre chose, les Français pensent à autre chose, et voilà. Donc il y a aussi cette non-rencontre qui se fait, et puis par modestie, par discrétion, elles ont fait ce qu'elles avaient à faire, elles n'ont pas cherché à avoir une reconnaissance. Beaucoup le disent, hein, on n'a fait que ce qu'il fallait. Oui, elles ont été très modestes. Alors, on va proposer à la salle de poser des questions, bien sûr, si vous voulez. Puis peut-être qu'on va vous tendre le micro. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. On a la spécialiste Hélène Hampton des Rochambelles. Déjà, voilà. Peut-être Hélène, dites-nous un petit mot sur les Rochambelles. Non si vous voulez. Dominique a mis une partie sur les Rochambelles qui ont été des ambulancières dans la deuxième division blindée. Et il y a une 51 total qui ont servi dans la guerre et participé
échappé depuis Normandie jusqu'à Berchtesgaden avec les hommes. Bon, situation compliquée à cause de 30 femmes et 15 000 hommes, mais tout est plus ou moins bien passé et les femmes ont tenu bon, comme disait Leclerc. Oui, mais c'est un exemple que l'on connaît à la fois peu, enfin je veux dire qui sont, et il faut raconter le destin de ces 51 ambulancières infirmières qui viennent d'horizons très différents. Voilà. Et il y a aussi les merlinettes d'ailleurs dans la... Dans la conférence de ce week-end, je me suis rendu compte que les Rochambeau ont échappé par je ne sais pas quoi de ne pas être appelés les Rochambettes parce qu'il y avait les merlinettes, les spirettes, les marinettes, et puis ça aurait été les Rochambettes, ce qui n'aurait pas marché. Non, mais ça dit aussi que ce diminutif n'est pas très sérieux parce que c'est affectueux, mais ça dit voilà. Oh, c'était de l'époque, non? Oui, c'est une époque, absolument. Oui, ça Chambaud, donc on dit belle. Oui. Oui, non, évidemment. Mais, non, mais les merlinettes. Oui, mais merlinettes comme le commandant Merlin, absolument, Hans Spears. C'est aussi. Elles ont fait partie, elles ont suivi des unités combattantes. Elles n'ont pas porté les armes, mais elles ont suivi dans les troupes et certaines ont été blessées, ont trouvé certaines la mort. Et c'est vrai qu'on ne les voit pas dans les premières, il faut bien regarder pour les repérer. Mais il y a toute cette résistance civile d'aide aux réfugiés, de fabriquer des faux papiers, d'intercepter. Il y a les postières qui jouent un rôle considérable aussi. Intercepter des courriers de dénonciation, apporter des messages, intercepter des communications téléphoniques. Les postières jouent un rôle considérable. Il y a d'ailleurs René-Simone Lévy qui est compagnon de la Libération et qui avait mis sur pied au sein des PTT un réseau de résistance. C'est moins connu que, bien sûr, l'évasion de Raymond Aubrac. Voilà, mais rien n'enlève rien, c'est juste pour montrer la multiplicité de leur action, les risques qu'elles courent, parce qu'elles sont... ça aussi qu'il faut sentir, c'est que ces femmes qui s'engagent dans la résistance, les Allemands ne font pas la différence de sexe, et elles sont tout aussi jugées, emprisonnées et déportées que les hommes. Il n'y a pas et torturés, il n'y a pas de différence. La seule différence, c'est que les condamnés à mort sont exécutés en Allemagne, de peur que l'opinion publique s'en émeuve. Mais c'est à égalité. Alors là, pour le coup, c'est à égalité. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ce qui donne aussi une idée du risque qu'elles prennent, parce que vous êtes agent de liaison, vous risquez tout autant que d'être responsable d'un mouvement. Voilà, donc porter... Oui, je pense à une résistante de Berrichonne, qui habitait d'ailleurs très près d'ici, rue Montorgueil, dont les parents tenaient un Paris-Médoc, donc de l'époque, dans les années 20, et pendant la guerre 14, et qui était experte en travaux de bureau, donc les premiers coups de figier. Et elle s'est donc engagée dans la résistance, très à gauche évidemment, elle était communiste, et elle a été arrêtée à Saint-Cloud, emprisonnée, et elle a été condamnée au travaux forcés pour avoir fait évader un résistant. Donc elle a œuvré dans le Berry, elle a côtoyé le sinistre Paoli, si vous connaissez cette personne. Elle a, j'ai pas entendu. Paoli était un peu comme celui dont on a parlé, qui a été jugé, c'était un Français. Qui s'était mis au service des Allemands, qui a été même gradé par la Gestapo, qui a semé la terreur, infiltré à Bourges, aux côtés de la Gestapo. Voilà, mais donc Zélia Duchesne, elle a été décorée, oui, elle a été décorée.
été décorée médaille de la Résistance. Oui, il y a eu, heureusement, il y a eu quand même des médailles de la... Et la croix de guerre aussi. Oui, il y a eu... D'ailleurs, Germaine Sablon, elle avait eu, en dehors d'enregistrer le chant des partisans, d'être la première à enregistrer le chant des partisans, elle a eu 2 croix de guerre, parce qu'elle a été blessée en 40 comme ambulancière dans l'ambulance Spears, et puis à nouveau à Monte Cassino. Je veux dire, elles ont vraiment essuyé tous les combats, et on a tendance à oublier. C'est pour ça que je pense que effectivement un tel colloque montre l'ampleur du travail qui reste à trouver, à rechercher des traces de toutes ces femmes. Une question. Oui, c'est pas une question, c'est juste moi j'ai beaucoup étudié quelqu'un qui s'appelle André Borel, qui faisait partie du SOI. Oui. Et en fait, dans les archives allemandes, quand on demande, il y a un document ancien qui recherche qu'est-ce qui est arrivé à cette femme. Oui. Et en fait, c'est « je ne connais pas ce monsieur ». La réponse est « je ne connais pas ce monsieur ». Et oui. c'est le document qui a été écrit comme ça, oui. En 45, quelque chose. Oui. Je ne connais pas ce monsieur. Bon, en plus, elle s'appelait André. Oui. Mais effectivement, c'était même pas réalisable que ça soit une femme. De cette importance, exactement. Donc ceux qui ne la connaissent pas, est exécutée au Struthof avec 4 autres femmes par injection, apparemment par injection. Oui. Donc c'est un des membres du SOI, comme Violette Szabo. Et puis j'ai vu que vous avez Nino Renayat-Khan aussi, tout en haut. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Moi j'ai fait pas mal de recherches sur les gens du SOI, c'est pour ça. Ah, mais ça m'intéresse. À titre perso, hein, je ne suis pas historien, je suis ingénieur. Donc, oui, mais là aussi, ces femmes qui sont parachutées, comme Violette Szabo, qui est parachutée du SOE, qui est parachutée et qui va croiser malheureusement la division d'Eisreich dans la région de Tulle, et qui sera déportée à Ravensbrück et exécutée d'une balle dans la nuque. C'est une jeune femme qui est parachutée, parce que le SOE a accueilli, y compris les Françaises, au début le général de Gaulle n'a pas... Bon, voilà. Bon, pas tout de suite. Pas tout de suite. Mais toutes ces héroïnes, c'est vrai on a envie chaque fois chaque histoire est singulière, on a envie de la raconter. La dernière fois on m'a demandé quel est votre préféré. Je dis non, ça, excusez-moi, mais... En fait, moi j'ai fait des recherches sur André Borel parce qu'elle porte le même nom de famille que ma maman. Voilà. Oui. Bon, en fait, c'est pas la même famille. Oui, mais ce qui est important, c'est que quelqu'un cherche les documents, après les communique et les donne dans un musée, dans des archives, ou le fasse connaître, parce que c'est tout ce petit travail, ce maillage qui est très important, parce que sinon la mémoire se perd. C'est aussi ça, c'est un appel à ce que regardez ce qu'il y a dans vos archives. Non, mais souvent, j'ai vu pour Germaine Sablon, c'était très compliqué, parce que ses 2 fils sont morts, donc les archives ont été dispersées, et pour réussir à retrouver alors heureusement il y a le service historique de la Défense qui a gardé les dossiers, par exemple, ça c'est très intéressant, de l'arrivée à Londres, on voit les états de service des uns ou des autres, mais c'est chaque fois, faut aller chercher, et puis parfois c'est dans des endroits complètement incongrus et inattendus, donc les archives, elles arrivent parfois comme ça, par hasard, par une rencontre, avec un peu de chance. Voilà, il faut croire en la providence des historiens. Voilà. Et bien justement, c'est ce qui m'était arrivé avec Thérèse Catorès, que je connaissais depuis très longtemps. Et puis un jour, j'ai découvert que quand elle est rentrée d'Angleterre avec son bébé Dominique Torres, Georges, son mari étant mort dans les combats en Alsace, sa belle-mère, Jeanne Torres, avait rejoint Léon Blum à Buchenwald, et donc elle avait des photos et des archives de Jeanne et de Léon Blum. Et franchement,
je n'avais même pas eu l'idée de lui poser cette question, puisque quand j'allais la voir, nous parlions de la France libre, de Londres, de la résistance. Et quand j'ai découvert, j'ai fait le rapprochement, je suis arrivée citer des artistes où elle habitait dans cette très jolie maison. Elle me dit « Oh, mais oui, Dominique, j'ai des lettres de Léon Blum, absolument. » Puis elle m'a ouvert le placard, c'était en bas. Je me suis dit « Mais voilà. » Mais c'est vrai que je n'avais jamais posé la question. Voilà, donc c'est les hasards des circonstances, des rencontres. Mais elles en ont besoin. On en a besoin, toujours. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Je correspond. Je ne vous ai pas trop saoulé. C'est vrai que vous dites que chaque histoire est singulière, en fait, de ces résistantes. Il y a quand même des types d'actions qui sont peut-être plus marquantes que d'autres dans vos recherches, parce que quelquefois, ce n'est pas les plus spectaculaires qui sont les plus impressionnantes. Oui, alors c'est vrai que ce qui est de l'ordre du sauvetage, c'est... ah oui, j'ai trouvé, je ne sais pas si c'est l'hébergement des aviateurs alliés. Alors ça, j'ai trouvé ça incroyable, parce que j'en ai discuté avec Claire Andrieux, dont j'ai publié le livre sur le sort des aviateurs abattus au sud de la France, de l'Angleterre ou de l'Allemagne. C'est que l'aviateur qui tombe dans le champ, il tombe dans une famille qui ne s'est pas forcément engagée dans la résistance. Et là, on voit des familles, des couples, qui vont accueillir, et alors là, le risque est considérable, parce qu'il est puni de peine de mort, enfin, surtout dans la région nord de la France, qui est annexée qui est une zone interdite. Et là, je trouve ça inouï, parce que ces jeunes filles, il y a le réseau fondé par André de Jong, qui depuis la Belgique va transférer, accompagner des aviateurs britanniques qui ne parlent pas un mot de français, qui ont l'air, avec leurs cheveux et leur allure, qui ont vraiment l'air de ce qu'ils sont, et qui vont traverser, les accompagner en train, toute la France, et chaque fois c'est un risque considérable, jusque la frontière espagnole. Ces femmes, elles sont pas... Il y a une garagiste à Lille, Sylvette Leleu aussi, qui à la mort de son mari dans les combats de juin 40, décide d'aider. Il y a des véritables filières d'évasion. Il y a justement la châtelaine Elisabeth de la Panouse, qui dans son château, pendant que son mari fait des sourires à Vichy, héberge des aviateurs alliés et les aide à passer la ligne de démarcation. Et ça, je trouve que c'est inouï, parce que ça vous arrive. Je dirais que c'est une résistance qui est là, qui est spontanée, qui est directe. Non pas que les militantes communistes ou gaullistes, il n'y a pas de hiérarchie, mais ce sont des femmes qui prennent des risques considérables, que rien ne les prépare, parce que c'est ça aussi, d'où énormément d'imprudence et d'arrestation dans un premier temps, parce que les Allemands sont parfaitement organisés, et l'image, le cliché de la jeune femme juchée sur son vélo qui fait un sourire aux soldats allemands, ça a marché quelquefois, puis au bout d'un moment, les Allemands sont quand même, bon voilà, ils n'étaient pas dupes, et le risque était tout aussi grand. Donc aussi ces simples agents, entre guillemets, ces simples agents de liaison, elles sont extraordinaires. Denise Vernet, pour citer la cité, elle transporte un émetteur depuis Cluny dans la Saône jusqu'à Aix-les-Bains, et elle va se faire arrêter vraiment juste à quelques kilomètres d'Aix-les-Bains, et elle se dit j'étais pas loin, bon, mais c'était pas ça c'est qu'elle était en danger, etc. Et là, elles sont dans l'ombre, hein, c'est vraiment, Claire Andrieux les a appelées les intendantes de l'ombre, elles assurent la logistique, sans quoi la résistance n'aurait pas réussi. Il y a d'ailleurs Eliane Vianney qui disait, ça c'était drôle quand elle disait, oui, ben nous on apportait les sandwichs. Oui, enfin, elle a fait beaucoup plus que ça, mais il y a quand même ce deuxième rôle que on voit qu'au début, ce sont les femmes qui écrivent, et puis petit à petit, plus la résistance se structure, plus
les responsabilités sont confiées aux hommes. Mais au départ, ce sont souvent des femmes qui ont montré le chemin, et comme par exemple Marguerite Bonnet, qui est jugée à Lyon, et qui est mère de 8 enfants, et on lui dit « Mais pourquoi avez-vous réagi comme ça ?» et elle dit « Parce que les hommes avaient baissé les bras. » Voilà. Oui, enfin, il y a une partie, il y a cette idée que peut-être parce que justement elles ne sont pas militaires et qu'il y a une autre forme d'action que de prendre, puisque l'armée a été battue, il y a une autre manière de résister qui n'est pas forcément celle des armes, qui est celle de l'esprit, de l'aide, et voilà. Merci beaucoup. En tout cas, puis alors, il y a une résistante qui est venue ici il y a quelques années maintenant, mais c'est Odile de Vasselot. Oui, absolument. Ben voilà, qui fait partie de celles qui ont hébergé et renseigné. Convoyé aussi des oui, elles sont moins. Je ne sais pas pourquoi elles sont moins connues que les autres, qui étaient dans la propagande, parce que la plupart étaient dans des mouvements effectivement qui étaient plutôt de distribution de tracts, de confection de journaux, c'est vrai, elles ont beaucoup participé, elles sont moins présentes dans les réseaux militaires, mais enfin quand même, oui. C'est pour ça que je trouve que c'est celles qui sont peut-être les moins connues. Et puis j'aime bien aussi toutes celles qui sont en uniforme qui suivent les unités combattantes aussi. Ça, j'ai un petit faible pour... oui, parce que elles sont... Voilà, bon, je sais pas. Bien, on a bien senti en tout cas cet attachement avec ces personnes pour lesquelles vous avez consacré une bonne partie de vos recherches, et puis vous avez connu pour beaucoup d'entre elles, vous l'avez dit évidemment. Alors on va renvoyer l'ensemble des personnes qui sont dans la salle ou qui nous écoutent à votre livre Résistante, 1940-1944 chez Gallimard. Merci beaucoup Dominique Misica, on va encore vous applaudir ici. Merci de... Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone.